Mon premier vrai projet d'écriture était Evergreen et mon objectif était de trouver ces ressources Evergreen vraiment importantes. Cela m'a donné foi en Internet comme un lieu méritocratique pour créer du contenu. En continuant, je m'améliorerai. Le monde entier. Eric Jorgensen, l'homme qui a transformé la sagesse en start-up et auteur du best-seller L'Almanach de Naval Ravikant, illumine un peu plus le monde. Eric transforme son génie en plan d'action concret. Sa feuille de route vers la richesse, le bonheur et la liberté a inspiré des millions de personnes. Ce que Les auteurs ont besoin d'aide pour professionnaliser leurs idées, les présenter correctement et les lancer sur le marché. Paul, personne n'en a rien à faire de ce que vous voulez qu'ils sachent. Ils veulent ce qui leur est utile. Offrez ce que le lecteur désire. Ne pas commencer avec la matière brute qui vous enthousiasme sans avoir une vision finale trop spécifique. C'est en partie pourquoi mes livres, il voit les affaires comme un levier plutôt que de l'agitation et transforme des idées intemporelles en cadres pratiques. Son approche est unique. Entrepreneur et créateur de produits, la passion d'Eric pour la pensée composée et le levier numérique a fait de lui un esprit brillant du monde des affaires modernes. Si vous recherchez la liberté, il a déjà tracé la carte. Nous oublions à quel point il est incroyablement... Chacun de nous est unique. Personne d'autre ne pourrait écrire votre livre comme vous allez le faire. Vous ne savez jamais qui vous allez aider avec votre histoire unique ni comment elle sera partagée. Eric, je suis ravi de faire ça. Ça va être très amusant. Pour commencer, une question très simple. Une question simple mais difficile. Et en regardant en arrière, tu as connu de nombreuses saisons différentes dans ta vie et ta carrière avec des hauts et des bas. Quel serait un point d'inflexion majeur? Quand tu étais enfant, jeune adulte, quel a été le point d'inflexion majeur qui t'a poussé sur la voie que tu suis aujourd'hui? Probablement le plus grand a été, il s'enchaîne un peu, mais rejoindre ma première start-up. Mon plan était de faire 3 diplômes en 5 ans à l'université, puis j'ai eu en gros un stage après 1 an entre la 4e et la 5e année qui s'est soudainement transformé en emploi. J'allais faire un stage de 3 mois avec Beau Fishback, un gars que j'admirais vraiment, dans une organisation à but non lucratif. Lors de mon premier jour de travail, il m'accueille en disant « Bienvenue, je vais quitter mon poste pour créer une entreprise. Veux-tu rester ici? Soit je t'embauche ici, soit tu me suis dans la start-up. » J'ai répondu « OK, lançons une boîte. » Donc, je ne suis jamais retourné à l'école pour ma dernière année et j'ai juste, vous savez, jeté un sac de voyage dans une voiture et j'ai commencé ma vie. C'était quoi la première start-up? Elle s'appelait bizarrement, c'était avant, en 2011, avant qu'Uber ne fasse des courses. Vous savez, nous faisions des trajets vers l'aéroport. C'était comme une place de marché pour tout, dès le tout début, avant Uber, avant Instacart. Et puis, on a vu ces secteurs verticaux se faire prendre un à un, mais c'était une aventure incroyable. J'y ai passé environ 10 ans, j'ai déménagé à San Francisco et je me suis laissé entraîner dans ce monde fantastique. Quand est-ce que tu as... Je veux dire, on pourrait passer en revue toute l'histoire et les origines, et ça pourrait probablement prendre 1 heure en soi, mais à quel moment as-tu réellement commencé à t'intéresser au monde de l'écriture, tu sais, écrire ton propre livre, devenir auteur, publier? À quel moment cela a-t-il commencé pour toi? Dans ta vie, j'ai toujours été un autodidacte, en quelque sorte. Je me souviens m'être fait gronder parce que je restais éveillé tard à lire, et je n'ai jamais vraiment eu le sentiment que la salle de classe m'apprenait tout ce que je voulais savoir. À la fac, j'écoutais des podcasts en allant à l'école ou en allant en cours, et je me disais, ce type que j'écoute dans le podcast en sait plus que ce professeur. Je me demandais ce que je faisais et comment j'utilisais mon temps ici. Alors j'ai commencé à lire des biographies, et puis en entrant dans le monde réel, je me suis rendu compte que beaucoup de choses que j'avais apprises à la fac n'étaient pas forcément ce dont j'avais besoin pour réussir dans la vraie vie. Et mon premier vrai projet d'écriture, je l'ai appelé Evergreen. Mon objectif, c'était de trouver ces ressources vraiment importantes et intemporelles. J'avais une toute petite newsletter, une vingtaine de personnes, des amis, et j'envoyais un sujet par mail. Je disais, cette semaine, j'essaie d'apprendre sur les effets de réseau, ou la réduction des coûts, ou les avantages concurrentiels. Et tout le monde m'envoyait une ressource. Puis, je passais la semaine à creuser tout ça en profondeur. J'écrivais ensuite un petit résumé de ce que j'avais appris et je mettais les liens vers toutes les ressources originales. Et ça a grandi de façon incroyable. Tu vois, j'ai eu probablement 10 ou 22 000 abonnés en 1 an, ce qui n'est pas mal. En fait, ce n'est vraiment pas mal du tout. Non, c'est phénoménal. J'ai beaucoup appris en le faisant. Cela m'a montré et donné confiance
en l'Internet comme un endroit méritocratique pour créer du contenu. Et si je continue simplement à faire des choses qui sont bonnes pour moi et à partager les résultats, alors les gens l'apprécieront. Je deviendrai meilleur grâce à ça et vous savez, le monde entier devient un peu plus lumineux. Et ça a mené au livre et à tout le reste. Est-ce que tu trouves qu'il y a un lien entre l'écriture comme passe-temps, comme loisir et, je veux dire, la performance optimale, la capacité à résoudre des problèmes, à réfléchir à des idées complexes? Est-ce qu'il y a une corrélation? Parfois, c'est sûr, mais pas toujours. Je pense qu'il y a des gens dont les super-pouvoirs vont avec ou viennent avec l'écriture, et il y a des gens dont les super-pouvoirs sont totalement sur un autre axe. Et tu sais, si tu n'es pas écrivain, tu peux réussir sans écrire. Mais si tu es une personne qui réfléchit en écrivant ou dont les avantages viennent d'une pensée très méthodique et du partage de celle-ci, comme Paul Graham, je pense que c'est l'exemple le plus évident. Patrick Collison, très connu, a instauré une culture de l'écriture chez Stripe, contrairement à Elon Musk, qui par exemple ne semble pas beaucoup écrire. Je ne pense pas que Steve Jobs écrivait beaucoup non plus. Je crois qu'il jouait à Diablo et qu'il passait son temps en réunion. Ironiquement, tout le monde en parle, mais lui, c'était son quotidien. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de façons de réussir, mais je crois que pour un certain type de personnes, l'écriture fait partie intégrante d'une pensée claire. Et communiquer ses idées clairement, de construire votre coalition, développer votre culture ou atteindre vos clients. Et comme vous le dites, cela apporte de nombreux aspects positifs. C'est éclairant. Vous savez, ça vous aide à réaliser quand vous vous mentez à vous-même. En gros, quand vous êtes sur le point de le faire et que vous vous en rendez compte. Quand est-ce que tu... Donc, tu es passé par plusieurs versions de l'entrepreneuriat. Où Scribe est-il intervenu dans ton histoire? Scribe, d'accord. Eh bien, Scribe, l'entreprise a commencé il y a peut-être 10 ans. Tucker Max et Zach O'Brien ont fondé l'entreprise à l'origine et ils l'ont développée pendant 8 ou 10 ans environ. Ensuite, je suis devenu client de Scribe en 2018 ou 2019. J'avais rédigé le manuscrit de l'almanach et tout, et j'avais juste tweeté « Qu'est-ce que je fais avec ce manuscrit? Je pense que j'ai un manuscrit. Qu'est-ce que je fais avec ça? Comment je le transforme en livre? » Et Tucker Max et moi, on avait un peu... Je ne sais pas. On était amis sur Twitter, on lisait nos blogs respectifs depuis un moment, et il m'a dit « Laisse-moi t'aider, je sais exactement quoi faire. » J'ai dit d'accord. Alors j'ai eu un appel avec Tucker, et il m'a un peu expliqué le paysage de l'édition, et... Et avant ça, tu n'avais aucune idée, genre, avant ça, tu consommais juste le contenu de Naval, tu étais comme n'importe qui d'autre sur Twitter, il écrit de superbes feels, j'adore ce qu'il fait, puis tu as tweeté ça, c'est tout. Genre, tu étais vraiment sérieux à l'idée d'en faire un vrai projet ou c'était juste un tweet improvisé tard le soir? C'était vraiment improvisé, c'était vraiment improvisé. Je les suivais tous depuis peut-être 2010. On me l'avait présenté comme ça. Si tu veux comprendre la Silicon Valley et le monde des startups, lis tout ce que Naval écrit et tout ce que Paul Graham écrit, et tu auras une bonne idée des piliers du monde des startups, et tu seras bien parti. J'ai dit d'accord, super, c'est fait, donc j'ai tout lu, tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé. Donc je le suis depuis 10 ans, j'ai énormément appris de lui, et puis, tu sais, un soir, j'ai juste tweeté, tu sais, c'était juste après qu'il ait fait le podcast avec Shane Parrish sur The Knowledge Project. J'ai trouvé que c'était l'un des épisodes de podcast les plus incroyables que j'ai jamais écouté. Je l'ai écouté genre 3 fois en une semaine et j'étais juste bouleversé que cette sagesse d'un tel calibre, que je pense être une sagesse intemporelle, universelle et applicable, qui peut aider presque n'importe quelle personne sur la planète, soit perdue dans cette sorte de sous-culture médiatique de niche introuvable qu'est le podcasting. Le podcasting était particulièrement important en 2016 quand cet épisode est sorti. 2017, et donc je crois que le tweet disait vous savez, si je rassemblais quelques-unes des idées les plus importantes de Naval dans le livre de la navalage, c'était mon jeu de mots dont j'étais très fier et que je trouvais malin. Est-ce que tu... Tu le voudrais? Et puis, tu sais, ça, c'est mon cerveau de 30 heures. Puis, je suis allé me coucher et je me suis réveillé et Naval avait retweeté et 5000 personnes étaient là genre « Oh mon Dieu, oui, fais-le, s'il te plaît. » Et il y avait aussi 2000 personnes qui disaient « Tais-toi, c'est une mauvaise idée. » Et j'étais surpris et Naval avait dit « Ouais, vas-y, fais-le, je te donnerai tout ce dont tu as besoin. » Et j'étais là genre « Oh! » D'accord, c'est passé d'une remarque spontanée à j'ai un boulot à faire et j'ai juste choisi de le prendre au sérieux. Et tu sais, ce que je pensais prendre 3 mois a fini par prendre 3 ans et j'ai tout donné. Je ne suis pas connu
pour être perfectionniste dans la plupart des domaines de ma vie, mais je suis devenu perfectionniste pour ça. J'essayais de comprendre la chronologie, donc c'est comme ça que tu t'es retrouvé impliqué avec Scribe et Tucker Mac. Et donc, Tucker, mon Dieu, Tucker, en fait, j'ai échangé avec Tucker pour l'avoir dans l'émission, mais le Tucker que je connaissais en grandissant, c'était le gars qui écrivait les histoires les plus absurdes. Tu vois, il a écrit des trucs vraiment dingues. Et quand j'étais au lycée, si ma chronologie est correcte, peu importe la classe, peut-être même avant le lycée, je ne me souviens plus quand, mais il écrivait les histoires les plus folles sur ses aventures avec ses amis, avec des femmes dans des bars, bon, sur les rencontres et tout ce délire. Puis il a disparu pendant un moment, je n'ai plus rien entendu de lui. Et ensuite, Scribe a été la société qu'il a fondée. Mais c'est tellement intéressant parce que je suppose que même quand il a lancé Scribe, le type d'auteur que tu es devenu, où tu amalgamais des idées, c'était même pas le genre d'auteur qu'il servait normalement. Il aidait juste des gens qui publiaient des livres avec, disons, leurs propres soi-disant idées. Oui, et Tucker est un écrivain brillant, même si sa carrière a commencé de façon étrange, mais c'est vraiment un pionnier d'Internet. Je veux dire, avant même que les blogs existent, il écrivait déjà des blogs, en quelque sorte. Il a été l'un des tout premiers à passer du blog au livre. Et il est l'un des seuls, je crois qu'il n'y a que lui et Malcolm Gladwell qui ont eu 4 best-sellers du New York Times sur la liste en même temps, ou une statistique folle comme ça. Il a vendu des millions d'exemplaires. C'est un véritable prodige. C'est un écrivain brillant, exceptionnel pour aider les gens à trouver leur voie. C'est un incroyable diseur de vérité et donc il rend un immense service en tant qu'auteur. Beaucoup de gens... En fait, l'origine de Scribe, c'était juste, je pense, ses amis qui l'appelaient en lui demandant « Comment j'écris un livre ? Qu'est-ce que je fais avec ce livre ? Comment savoir qui me raconte des bêtises ? Est-ce que c'est une vraie idée de livre ? Est-ce que c'est un vrai livre ?» Et tu sais, la chose magnifique avec Tucker, c'est qu'il dit la vérité si souvent et si clairement, même quand ça fait mal, que quand il te dit « Non, mec, c'est bien », c'est qu'il le pense vraiment. Et je pense que les gens avaient vraiment besoin de ça. Il a eu une vision incroyable de l'industrie de l'édition, ayant traversé tout ça en tant qu'auteur pour se dire « Personne n'a besoin de ces grands éditeurs traditionnels. Ce dont les auteurs ont besoin, c'est de quelqu'un pour les aider à professionnaliser leurs idées, à les emballer de la bonne manière et à les mettre sur le marché. Ils ont besoin de pouvoir posséder leurs droits, de garder le contrôle créatif total et toutes les décisions finales sur leurs livres, et ils doivent posséder leur royalty. » C'est une idée très simple, vraiment très simple. C'est un modèle très simple, mais l'édition n'a pas fonctionné ainsi depuis un siècle et il a doit été l'un des premiers à le constater. Il y a 10 ans, il a vraiment transformé ça en une industrie qui a maintenant aidé des milliers et des milliers d'auteurs. C'est un véritable visionnaire dans ce domaine. Eh bien, c'est simplement démocratiser. C'est démocratiser l'industrie. Et je pense que, enfin, si tu regardes tes auteurs préférés qui travaillent avec de grands éditeurs, et on connaît tous un peu les grands noms, à moins d'être un grand nom, le premier contrat que tu vas obtenir ne sera pas un bon contrat pour toi. À moins d'être honnête, je connais des gens qui écrivent dès leur premier livre, peu importe la maison d'édition obtenue. Ils n'investissent pas dans ton marketing, ton énergie et tes ressources. Tu dois donc te débrouiller seul. Et si t'aides peut-être un peu avec la distribution, c'est vraiment tout. Mais c'est toi qui vends ce livre toi-même. Ne t'attends pas à aller insérer le nom d'un grand éditeur ici et qu'ils vont vendre 1 million d'exemplaires, parce que ce n'est pas le cas. Oui, au final, tu es le président-directeur général de ton livre. Quoi qu'il en soit, tu sais, alors autant profiter pleinement des avantages. Et en fait, c'est même pire que ce que tu as dit. Ce que tu as dit est correct, mais c'est encore pire que ça parce que beaucoup des contrats d'entrée de gamme chez les éditeurs traditionnels obligent les auteurs à garantir à l'éditeur un certain nombre de ventes. Donc, tu reçois peut-être une avance de 10 000 $, mais tu garantis en fait 50 000 $ de livres vendus de ta propre poche. C'est de la folie. Tu es en train de réfléchir à l'almanach, tu l'as porté à Tucker, il te dit « Est-ce qu'il t'a dit que c'était une super idée? » Parce que je pense que, par exemple, les 2000 commentaires négatifs seraient du genre « Qui es-tu pour résumer les idées de Naval dans un livre et, en gros, profiter de son intellect et de sa sagesse? » Naval l'a dit très, très clairement, publiquement et en privé. Il a dit « Je ne veux pas gagner d'argent avec ce livre. Je veux que ce soit clair que je ne gagne pas d'argent avec ce livre. » Et il dit dans le livre « Si quelqu'un a écrit quelque chose pour gagner de l'argent, ne le lisez pas. » Et nous avons offert le livre gratuitement à des millions de personnes. Nous en avons vendu 1,5 million d'exemplaires, mais nous l'avons offert à des millions et des millions d'autres. Donc, je suis un peu venu dans ce projet en me disant « Je sais que ce projet va me rendre meilleur.
Je sais qu'il y a, vous savez, au moins 1 millier de vrais fans de Naval comme moi qui apprécieront quelque chose comme ça. Je ne peux pas exagérer à quel point je suis choqué de voir dans combien de coins différents du monde ce livre a trouvé sa place. Je suis sidéré que des professeurs de yoga à Bali lisent ce livre. J'ai vraiment pensé que ce serait un public très, très restreint. Mais je suis content de le voir. Je suis content que tu l'aies organisé parce que, tu sais, je joue l'avocat du diable. Mais honnêtement, je pense que trouver des moyens de prendre, tu sais, des idées très pointues, des idées vraiment géniales, qui sont universellement applicables, mais qui ne sont consommées que par un public très restreint, et trouver un moyen de diffuser ce savoir au monde entier, c'est quelque chose d'incroyable à faire. Alors, quelle a été, selon toi, quand tu regardes toutes les différentes idées que tu as rassemblées dans ce livre, comment as-tu sélectionné celles qui sont universellement applicables? Et peut-être pourrais-tu donner quelques conseils à d'autres auteurs qui essaient de déterminer quoi inclure dans leur œuvre et quoi laisser de côté afin d'avoir les meilleures chances de succès commercial? Mon processus est un peu étrange. Je commence avec un énorme corpus de travail, mais selon mon calcul approximatif, il y avait bien plus d'1 million de mots de matériel source sur lequel j'ai travaillé, tout ce que Naval avait jamais partagé publiquement. J'ai tout fait cuire et essayé de réduire au maximum. Et tout réduire, et le livre final fait environ 40, peut-être 50 000 mots, et c'est comme faire un énorme puzzle. Et donc il s'agit d'essayer de comme saisir chaque idée, la comprendre, voir à quelles autres idées elle se rattache, comment créer un fil conducteur à travers elle, et tu sais, au final, mon premier jet, c'est drôle avec le recul. Mon premier jet faisait genre 150 000 mots. C'était un truc énorme. Et je l'ai envoyé à mes amis en leur disant « Dites-moi ce que vous pensez du livre ». Et ils étaient tous là. J'ai vraiment aimé ce que j'ai lu, mais je n'ai pas chié. J'étais J'étais là. D'accord, merci. Quelle partie as-tu sauté? Qu'est-ce que tu as zappé? Ou est-ce que tu étais excité de tourner la page? Et c'était juste un processus de couper tout ce qui ne résonnait pas vraiment avec les gens. Et ça, c'était déchirant parce qu'il y avait plein de choses là-dedans que je trouvais vraiment intéressantes, que j'adorais, que je voulais que les gens connaissent. Et Taker a des phrases géniales que j'ai maintenant adoptées à ce sujet, du genre « Personne n'en a rien à faire de ce que tu veux qu'ils sachent. Ils veulent ce qui leur sert. Qui es-tu? Tu n'es pas là pour prescrire. Tu n'es pas là pour faire la leçon. Personne ne veut être à la réception d'un sermon. Donne ce que le lecteur veut. » Et tellement d'idées de Naval parlent vraiment de désir universel, comme tu l'as dit. Donc, c'était vraiment un processus d'élimination des choses de niche, d'élimination de tout ce qui était contemporain, et s'assurer que, tu sais, je pense vraiment qu'on a amené ce livre à un point où n'importe quel être humain sur Terre peut le prendre et en retirer au moins une idée utile qui, si elle est appliquée, peut vraiment changer sa vie, peu importe ta situation. Ce livre peut t'apporter quelque chose. Est-ce que tu avais Un processus pour tester quelles idées résonnaient avec un public. Encore une fois, quelqu'un comme moi, j'ai une énorme quantité de travail. Je ne sais pas quoi mettre dans un livre, j'ai mes propres idées. Tu sais, je pourrais faire un truc du genre Tools of Titans comme Tim Ferriss l'a fait. C'est assez facile à faire, mais est-ce qu'il y a un cadre ou un processus ou même un groupe de discussion? Je ne sais pas si les gens font encore ça, mais peut-être un groupe de discussion ou alors tu contactes juste tes amis, tu leur envoies un message et tu leur demandes « Hey, est-ce que cette idée te parle? Super, je vais l'inclure. » Oui, je veux dire, je pense que c'est le secret de Polichinelle de beaucoup des plus grands auteurs de cette décennie. Par exemple, James Clear était blogueur. Il a passé des années à écrire ce livre, à tweeter, à observer les réactions à différents tweets, à mettre des choses dans des newsletters, à parler aux gens, à faire des conférences, à voir ce qui résonnait dans différents articles de blog. Il a été très méthodique dans l'écriture de ce livre, à l'instar de Morgan Housel et Tim Ferriss dans leurs propres ouvrages. D'une certaine manière, c'est aussi le cas de Naval, n'est-ce pas? Internet l'avait déjà rendu populaire pour ses idées. Je n'ai pas adopté une approche systématique pour m'assurer que tous les tweets les plus aimés figurent dans ce livre. C'était une démarche de conservateur, cherchant à déterminer ce qui était le plus utile et comment les éléments s'articulaient ensemble. Et ensuite, simplement retirer les choses que les gens trouvaient ennuyeuses. Ouais, je pense que pour le processus, comme tu le dis, tu as déjà beaucoup de données et d'informations en te basant sur les comportements passés et ce que les gens ont trouvé intéressant.
Si tu peux regarder les rediffusions sur YouTube, sur ta chaîne YouTube, tu peux voir quelles vidéos fonctionnent, tu peux regarder tes taux d'ouverture, tu peux regarder les différents objets de mail, tu peux exporter tout ton historique de tweets et regarder les likes et les retweets sur ces publications. Il y a tellement de données à ta disposition en tant que créateur qui fait ça depuis des années et des années. Et puis, une fois que tu passes au format livre, j'ai vraiment commencé à croire à l'importance des lecteurs bêta. Donc, j'arrive à un certain point dans le manuscrit où je me dis, je ne sais pas trop, j'arrive à un carrefour où je n'ai pas une grande conviction dans les décisions que je vais prendre. Mais je pense que ça devient bon, mais j'ai l'impression de ralentir sur les corrections. Alors, je vais prendre une version instantanée de ce manuscrit et je vais arrêter de travailler dessus. Je vais l'envoyer à 25 personnes. Ils liront tous la même version du manuscrit. J'aurai un appel avec chacun d'eux. Je leur poserai les mêmes questions pour voir de quoi ils se souviennent et ce dont ils sont enthousiastes de discuter. Je vais vérifier les parties qu'ils ont sautées. On ne peut pas se focaliser sur une seule personne. Il faut que tous lisent la même chose. Et ensuite, vous utilisez votre jugement pour sélectionner un groupe diversifié de personnes afin d'obtenir un ensemble varié d'opinions. J'ai trouvé que c'était une excellente méthode. Et puis, franchement, avoir le cran d'éditer, de rééditer, de continuer à couper et de se rappeler que rien n'est perdu. Vous savez, peut-être que vous écrivez 2 livres en même temps et que vos brouillons deviennent le début du prochain livre. Savoir que le travail retiré du manuscrit n'est pas jeté aux oubliettes peut servir au blog ou au marketing. En réalité, vous rendez service au livre principal et construisez un autre atout à partir des copeaux. Comment lance-t-on un livre qui est Publié. Mettre un livre sur le marché et le vendre est assez simple comme pour une publication traditionnelle. La différence est que vous possédez tout le bénéfice potentiel. C'est un processus qui consiste à rassembler vos proches, les préparer pour le livre, demander ce dont vous avez besoin et être organisé. Certaines actions dépendent du livre et de l'objectif. Dans mon rôle chez Scribd, j'ai eu l'occasion d'accompagner de plus en plus d'auteurs à travers ce processus. Et le processus consiste toujours à tenter de comprendre le but de chaque auteur à travers son livre. Les tactiques spécifiques peuvent changer d'une année à l'autre, voire d'un trimestre à l'autre. Vous vous inscrivez sur des plateformes de distribution, faites l'inventaire de vos atouts et de votre audience, proposez des offres attrayantes et élaborez des messages. Et vous essayez d'orchestrer un grand lancement, mais ensuite, le vrai défi, c'est comme beaucoup d'auteurs font l'erreur de trop se concentrer sur le lancement de leur livre, puis de ne plus en parler après un mois. En réalité, il faut continuer à générer des impressions pendant des semaines, des mois, voire des années. Les lecteurs potentiels doivent entendre parler d'un livre de nombreuses fois avant de se décider à l'acheter. Et Atomic Habits existe depuis longtemps, mais maintenant que les gens en ont entendu parler dans de nombreux podcasts, ils vont enfin se décider à l'acheter. Il faut beaucoup pour convaincre car cela demande du temps et de l'énergie. C'est vraiment là-dessus que vous jouez. Ce n'est pas les 25 ou les 30 euros. C'est comme une semaine de la vie de quelqu'un, ou un mois de la vie de quelqu'un, ou, vous savez, le baromètre que j'utilise pour moi pour savoir si je veux lire un livre, c'est « Est-ce que ça en vaut la peine ?» Vaut-il la peine de télécharger ce livre sur Audible pour mon vol de 5 heures? Est-ce vraiment ce que je veux faire pendant le vol? Il y a beaucoup d'options disponibles. Il faut donc vraiment convaincre quelqu'un de consommer ce contenu. Tu allais dire quelque chose? Je pense que ça revient exactement, vas-y, ouais mec, ça revient exactement à quel est le bénéfice pour le lecteur. Et la personne ne va s'asseoir et passer 6 heures à lire un livre que tu penses qu'il devrait lire. Ils vont passer 6 heures. Ils vont choisir le livre qui, selon eux, améliore le plus leur vie le plus rapidement possible. Quel problème essaies-tu de résoudre? Si ce livre peut m'aider, je vais le prendre immédiatement et l'écouter dans l'avion. J'espère avoir de nouvelles idées pour résoudre ce problème et améliorer ma vie avant l'atterrissage. Si c'est ce que les gens ressentent en lisant ton livre et que tu as éliminé tout le reste, ça va marcher, tu sais. Je pense que, tu sais, t'as demandé comment lancer un livre et au final, je ne sais pas vraiment comment vendre des livres. Je ne sais écrire que des livres que les gens se recommandent mutuellement. Quand tu lis un livre, c'est rarement parce que tu as vu une publicité pour ce livre ou que tu es tombé dessus par hasard en scrollant. C'est parce qu'un ami qui l'a lu t'a dit que ce livre est vraiment génial. Il parle de résoudre les problèmes discutés la semaine passée.
Je l'ai lu, tu devrais aussi. C'est aussi simple. Comme faire le travail pour lancer l'effet boule de neige du bouche à oreille, commencer à faire parler les gens de ton livre, à le recommander, tu sais, d'être invité en tant qu'auteur sur un podcast ou dans des newsletters. Et c'est ça la dynamique qu'il faut lancer. Il faut juste continuer à pousser pour que ça démarre, peu importe à quel point c'est difficile. Cet épisode est présenté par Vanta. La sécurité est cruciale pour votre entreprise dans le paysage numérique actuel. Sans elle, les accords stagnent, les cycles de vente s'allongent et l'expansion devient difficile. Les investisseurs, clients et partenaires attendent des entreprises qu'elles démontrent de solides pratiques de sécurité avant de s'engager. Sans preuve de fiabilité, on perd des opportunités. Donc, que tu sois un fondateur de start-up essayant de décrocher ton premier gros client ou une entreprise établie qui développe son programme de sécurité, Vanta aide les entreprises de toute taille à prouver qu'elles sont dignes de confiance en automatisant la conformité à travers 35 cadres comme SOC, Organisation internationale de normalisation 27001, et Health Insurance Portability and Accountability Act, les certifications exactes que tes prospects exigent. Voici pourquoi tu dois y prêter attention. Vanta te rend le temps précieux que tu gaspilles actuellement sur la conformité. Leur plateforme automatise jusqu'à 90% des tâches fastidieuses de conformité. Elle t'aide à répondre aux questionnaires de sécurité jusqu'à 5 fois plus vite et te connecte à des experts pour rendre ton programme de sécurité opérationnel rapidement. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Un rapport récent de International Data Corporation a révélé que les clients de Vanta réalisent plus de 535 000 $ de bénéfices par an et que la plateforme est rentabilisée en seulement 3 mois. Donc, tu vas rejoindre plus de 10 000 entreprises mondiales comme Atlassian, Quora et Factory qui utilisent Vanta pour gérer les risques et prouver leur sécurité en temps réel. Ne manque pas cette offre limitée dans le temps. Mes auditeurs peuvent bénéficier de 1 000 $ de réduction sur Vanta. C'est une économie réelle pour ton portefeuille. Rends-toi sur vanta.com/Scott dès maintenant avant que cette offre n'expire. C'est vanta.com/Scott. Prolon est un partenaire de réussite. Maintenant, de longues semaines et des week-ends chargés peuvent laisser tout le monde déprimé et fatigué. Nous travaillons sans arrêt. Et c'est pourquoi j'adore le régime imitant le jeûne de 5 jours de Prolon. J'aime vraiment cette entreprise. Voici comment ça marche. Ils ont un régime imitant le jeûne qui vous régénère de l'intérieur vers l'extérieur. Ils livrent des soupes, encas et boissons à base de plantes pour maintenir votre corps en état de jeûne tout en apportant la nutrition nécessaire. Quand votre corps est en état de jeûne, cela déclenche le renouvellement cellulaire et c'est efficace. C'est pourquoi j'aime le jeûne intermittent depuis tant d'années. C'est la magie de Prolon. Et la bonne nouvelle, c'est qu'ils viennent de lancer leur programme Next Gen de 5 jours. Ils offrent tous les avantages qu'ils avaient auparavant. Mais maintenant, tous leurs aliments sont composés d'ingrédients 100% biologiques, avec un meilleur goût et des repas prêts à consommer qui rendent tout le processus plus facile. J'ai essayé le programme Prolon original et je me sens incroyable à chaque fois. J'ai hâte d'essayer cette nouvelle version améliorée. Si vous ne les avez jamais goûtés, vous allez adorer, car l'ancienne version était déjà excellente. J'ai hâte de découvrir les bienfaits du nouveau programme Prolon de 5 jours. Pour une durée limitée, Prolon offre aux auditeurs de Success Story une réduction de 15% sur tout le site et un cadeau bonus de 40 $ lors de l'abonnement à leur programme de 5 jours. Il suffit d'aller sur prolonlife.com/Clary pour obtenir votre réduction de 15% et votre cadeau bonus. prolonlife.com/Clary. Y a-t-il eu quelque chose qui vous a surpris concernant le succès du livre ou sa portée, ou, vous savez, je crois que vous avez dit qu'il s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires maintenant? Y a-t-il eu quelque chose qui vous a déstabilisé, positivement ou négativement? Je suis toujours époustouflé par tout ça. Franchement, c'est juste... J'ai l'impression que c'est un conte de fées. Dans une certaine mesure, tu vois, je voulais juste écrire un livre pour des nerds comme moi, et maintenant, on en a vendu 1 million d'exemplaires. Et c'est intéressant de voir à quel point c'est souvent cette histoire, en fait, non? Quand tu demandes à Tucker Max son histoire d'origine en tant qu'écrivain, il te dit qu'il écrivait juste des emails à ses amis pour les faire rire. Tim Ferriss a eu du mal à écrire son livre jusqu'à ce qu'il commence à écrire dans une fenêtre d'email, comme s'il parlait à un ami. Et tu es vraiment surpris de voir à quel point le fait d'être vraiment obsédé par le fait de cibler un petit public peut se transformer en un grand public, avec à quel point tout est connecté et à quel point les problèmes auxquels nous pensons tous et que nous essayons tous de résoudre dans nos propres vies sont universels. Donc oui, je suis encore choqué par tout ça.
Mais je suis vraiment reconnaissant pour tout le chemin parcouru Et tout le monde? qui m'a tellement soutenu. Et vous savez, il y a des gens qui ont acheté et offert des centaines d'exemplaires de ce livre à tous leurs collègues, à tout leur entourage, à toute leur entreprise, à toute leur liste de clients. C'est vraiment, c'est incroyable. Et je pense que, vous savez, ça montre surtout à quel point Naval est un distillateur talentueux et sa réflexion et polyvalence au travail. Il a trouvé de précieux conseils à partager. Une chose que tu viens de dire que j'ai trouvé vraiment profonde, c'est que peu importe si tu rassembles ces idées venant d'autres personnes et que tu trouves une nouvelle façon de les présenter au monde, ou si tu crées toi-même ces idées et que tu les synthétises dans un podcast, un livre, peu importe. Je pense que l'astuce, la stratégie, comme tu l'as dit, pour créer un excellent contenu, eh bien, d'abord, la raison pour laquelle le contenu est nul, c'est parce qu'on écrit, on communique ou on enseigne d'une manière dont on pense que l'autre personne veut le recevoir. Mais je pense qu'on est trop pris dans notre propre processus et qu'on réfléchit trop à la façon dont ils veulent recevoir la communication ou le contenu. Lorsque nous entrons dans un état de flow et créons du contenu pour nous-mêmes, nous finissons souvent par créer du contenu pour les autres, au lieu de presque surconcevoir du contenu pour les autres, ce qui, je pense, finit par créer un peu trop de distance entre ce qu'ils veulent et ce que nous créons. Je pense qu'on peut trop se prendre la tête là-dessus et ça gâche le contenu de manière générale. Je pense aussi, et dès que tu essayes de faire ça, tu finis soit par devenir condescendant, soit élitiste presque immédiatement, et que tu écrives ou non, si tu écrivais un article de blog pour toi-même il y a une semaine, ce serait en fait un exercice vraiment intéressant. Quand j'ai pensé à écrire ce livre, j'ai réfléchi à ce que le moi de 21 ans aurait vraiment, vraiment voulu et eu besoin d'entendre, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui clarifie tout. Écrire pour une seule personne, c'est tellement libérateur et tellement clarifiant parce qu'on a tous déjà vécu le fait d'être assis en face de quelqu'un à une table, un ami ou un membre de la famille, et qu'il nous pose des questions sincères sur des choses qu'on connaît. Et là, tu passes 1 heure à partager des choses. Tu te dis, je pense que j'ai aidé cette personne. Elle hochait beaucoup la tête et souriait. Je sens que ça a été bénéfique et j'en suis très satisfait. C'est tellement plus facile mentalement que, tu sais, certains auteurs se retrouvent vraiment bloqués parce qu'ils ont l'impression, tu peux ressentir ça, surtout avec la taille de ton audience, que tu es assis sur une scène à chaque fois que tu écris et tu essaies d'écrire quelque chose qui va plaire à tout cet auditoire de personnes sans visage que tu es. Imagine. La façon dont je vois une interview, et je n'en ai jamais vraiment parlé, mais je pense que ça peut être utile pour certains créateurs, j'espère. Donc, quand je te parle, et si je me suis trop préparé et que je sais exactement comment j'aimerais que le podcast se déroule, quand tu me réponds, je vois une seule question dans ma tête, je ne peux penser qu'à une seule question possible. C'est la seule direction que je peux donner à la conversation. Si je me prépare moins, enfin pas si je me prépare moins, mais si je sais globalement où je veux aller et que je comprends suffisamment le sujet dont on va parler, quand tu me réponds, je peux voir 3 ou 4 directions différentes dans lesquelles on peut emmener la conversation, toutes très utiles. Mais au final, je vais m'orienter vers celle qui est la plus naturelle. Donc on a vraiment l'impression que c'est comme un livre dont vous êtes le héros. J'ai comme 5 options différentes au lieu d'une ou deux, et je suppose que quand tu écris, c'est très similaire. Bon, si tu ne commences pas avec une structure très rigide, si tu écris de façon plus libre, alors tu vas probablement commencer à réfléchir à des idées que tu n'avais même pas envisagé d'inclure dans le livre au départ, mais qui vont simplement se présenter à toi au fur et à mesure que tu poses des mots sur le papier. D'après mon expérience d'écrivain et de podcaster, je pense que c'est juste. Cela doit vraiment émerger naturellement. Tu ne peux pas commencer avec une vision finale trop précise. Tu dois juste commencer avec la matière brute qui t'enthousiasme et être prêt à réagir et à avancer. Cela rend chaque épisode unique, tant du point de vue de l'animateur que de celui de l'invité. Je crois que c'est en partie ce qui rend mes livres si uniques. J'ai donné le manuscrit à un ami que je respecte beaucoup pour une première lecture, et je lui ai donné, et il m'a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Et j'ai répondu « Comment ça, c'est un livre ?» Il m'a dit « Oui, mais de quel genre ?» Et j'ai dit « Je ne sais pas. » Et il m'a dit « Je ne veux pas te donner... Ce n'est ni un bon ni un mauvais retour, mais je pense que tu as inventé un genre. »
Et j'ai trouvé ça très intéressant, je n'y avais pas pensé. Mais c'est parce que j'ai vraiment commencé avec une page blanche, je ne savais même pas si ça allait devenir un livre. J'ai juste commencé avec tout ce que Naval a partagé, c'est une matière première incroyable, et je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire pour aider les autres à accéder à ces idées en... Raconte-moi ce moment où tout bascule, cet événement signe noir. D'accord, très bien. Très rapidement, j'ai publié l'Almanach de Naval. L'année 2020 a été une expérience incroyable qui a changé ma vie. C'était probablement le plus grand tournant de ma carrière professionnelle, le fait de publier ce livre, et j'étais là, Scribe était incroyable. Ce modèle représente l'avenir de l'édition, où je suis un grand fan de l'entreprise et j'ai adoré travailler avec toutes les personnes de là-bas. Je suis extrêmement reconnaissant envers Tucker et Zach de m'avoir aidé à faire sortir ce livre dans le monde. Et je me suis dit, d'accord, donc je suis devenu un véritable évangéliste, et j'ai immédiatement commencé à travailler sur mon prochain livre. Quelques années plus tard, je suis revenu publier l'Anthologie de la biologie, sur un recueil similaire sur la biologie et les idées de Srinivas. Et j'étais à peu près à mi-chemin de la publication de ce livre avec Scribe, évidemment, quand des rumeurs ont commencé à circuler en ligne disant que Scribe s'était effondré, avait disparu et fait faillite. Et je me disais que c'était impossible. J'étais là il y a 3 semaines pour leur rendre visite au bureau. Ils sponsorisent mon podcast. Je travaille sur un livre. Je saurais s'il y avait un problème, non? Alors j'ai commencé à passer quelques coups de fil et il s'est avéré que Tucker et Zach avaient vendu leur part il y a environ 1 an et demi. Publiquement, ils l'avaient fait et s'étaient retirés. Et le gars qui a repris l'entreprise, sans trop entrer dans les détails, a mal géré les choses. Et d'ailleurs, c'est très courant après une sortie. Beaucoup de gens font des erreurs. Une acquisition, donc oui, rater une acquisition, c'est une chose. Je crois que Tucker a écrit un article très, très détaillé à ce sujet. C'est vraiment une analyse post-mortem d'entreprise incroyable qui aborde non seulement les erreurs tactiques, mais aussi les fondements psychologiques de la façon dont quelqu'un, sans la bonne structure de responsabilité, peut vraiment dérailler. Et il semble que cela soit devenu une situation très trompeuse, ce qui explique pourquoi cela a tellement surpris tout le monde, les employés, l'équipe, les fournisseurs, tout le monde. Donc, Scribe a tout simplement fait faillite, comme si elle s'était heurtée à un mur de briques. En gros, en juin 2023, est-ce exact? Chapitre. C'est vrai comme le chapitre 11 ou bien c'était juste proche de ça? Il ne restait plus aucun dollar à la banque au moment où quelqu'un a compris ce qui se passait. C'était presque une faillite immédiate parce qu'il y avait eu, tout cela est en quelque sorte allégué et il y a des dossiers publics à ce sujet. Oui, seulement ce que... Et public, je ne veux pas causer de problème à qui que ce soit. Oui, les informations publiques. Les faits présumés concernent la falsification des tours financiers, des mensonges, de fausses incitations. C'est vraiment très grave. C'est grave. C'est non seulement mal gérer une entreprise, mais aussi tenter de le cacher. Oui, il y a... Et encore une fois, ce ne sont que des allégations. Les procès ne sont pas tous terminés, mais il faut vraiment faire attention à qui vous vendez votre entreprise. C'est une bonne leçon. Ce que Tucker a écrit est un post incroyable qui analyse en profondeur la psychologie des dirigeants et comment différentes décisions sont prises. C'est un texte remarquable et très éclairant. Mais au final, cette entreprise a fait faillite du jour au lendemain à la surprise générale et de façon catastrophique. J'étais l'un des clients qui ont perdu de l'argent et se sont retrouvés pris dans cette histoire en tant qu'auteur. Et je me suis dit, mec, c'est vraiment nul. C'est tellement tragique. Moi et des centaines d'auteurs, on est foutus. L'équipe avec qui j'ai travaillé étroitement sur ces 2 livres, des personnes que j'aimais et admirais, est foutue. Je pense que ce modèle économique est crucial pour le futur de l'édition. En tant qu'auteur, je compte sur eux. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire? Et j'ai passé quelques coups de fil à des personnes que je connais qui ont déjà racheté des entreprises et qui travaillent dans des holdings, le capital investissement ou l'investissement permanent. Et donc, ces gars-là, Siva et Xavier d'Enduring Ventures, ont une expérience dans l'édition et dans des situations d'actifs en difficulté. Et ils ont pris l'avion pour Austin. Ils ont rencontré l'équipe et ils se sont dit « Waouh, ces gens sont incroyables ». Ils ont travaillé avec la banque et ils ont trouvé comment assembler toutes les pièces du puzzle. Et je ne suis pas un expert en transactions, donc je ne connais pas tous les détails, mais ils ont racheté la marque et certains des actifs lors de la faillite et ils ont embauché certains des vétérans de l'équipe. Et à ma grande surprise, une fois que tout ça a été fait, ils m'ont appelé et m'ont dit qu'ils avaient besoin de quelqu'un pour diriger cette entreprise et qu'ils pensaient que ça devrait être moi. Et j'ai répondu « Ah d'accord, laissez-moi y réfléchir ».
Donc, c'était l'été 2023 et c'était comme, vous savez, un peu de longues nuits sombres et ouais, des conversations avec ma femme pour décider si c'était vraiment quelque chose que nous voulions entreprendre. Mais je croyais tellement en l'entreprise et en ce groupe de personnes et l'entreprise était dans une situation tellement difficile et je me sentais en quelque sorte particulièrement capable d'apporter un vrai changement dans la vie de ce groupe de personnes. Et c'est une vision à laquelle j'ai cru en tant que client et maintenant je peux y participer en tant qu'éditeur et en tant qu'auteur avec au moins un peu d'expérience et aider d'autres personnes à traverser ce portail que j'ai moi-même franchi pour devenir auteur. De la même manière que Tucker m'a aidé il y a 5 ou 6 ans. Donc, c'est vraiment un parcours fou pour la première année, mais c'est déjà extrêmement gratifiant. Et je pense que nous avons un bel avenir devant nous. Donc, simplement la stratégie commerciale, comment relancer une entreprise endettée ou, je veux dire, en faillite. Je veux dire, c'est assez synonyme de dette. Je veux dire, tu ne peux pas être dans une situation pire que ça. Quelle est la stratégie pour relancer ça? As-tu fait revenir Tucker? Est-ce qu'ils avaient envie d'aider, genre, à reconstruire tout ça? Tucker et Zach n'ont pas de rôles officiels, mais ils ont été très utiles en privé. Et tu sais, ils voulaient juste voir la marque Scribe et toute la valeur qu'ils avaient créée. Je pense ne pas finir dans un cratère fumant, ce qui était un peu la direction que ça prenait. Et tu sais, il n'y a pas de solution parfaite à quoi que ce soit quand la catastrophe est aussi grande. Mais je pense vraiment qu'on a fait beaucoup de progrès et qu'on a rendu la vie de beaucoup de gens bien meilleure qu'autrement. Mais malgré tout, on a dû repartir de zéro avec une nouvelle entreprise, en rachetant seulement la marque et en embauchant une partie de l'équipe. Sur le plan opérationnel, c'était comme créer une entreprise de zéro. Émotionnellement, il y a beaucoup de travail à faire parce que toute l'équipe vient de traverser un événement incroyablement traumatisant où, pour eux, tout s'est effondré, tu sais, le monde s'est écroulé sous leurs pieds d'une manière qu'ils n'imaginaient même pas possible. Et donc, il y a beaucoup de confiance à reconstruire au sein de l'équipe, avec la communauté, avec les auteurs. C'est un mélange où il faut agir comme si tout brûlait autour de toi, mais il faut aussi être patient et permettre à cette batterie de confiance de se recharger et simplement faire du bon travail avec ce que tu as sur ton bureau jusqu'à ce que tu puisses rétablir ta réputation. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on s'est concentré pendant la première année et demie. Penses-tu qu'il y a, je veux dire, évidemment, tu fais énormément de choses, mais est-ce que tu pourrais penser à une idée transférable, indépendante du secteur, que tu as mise en place au cours de la dernière année et demie, quand la confiance a été rompue avec les clients et les employés? Parce que c'est un problème universel auquel les présidents, directeurs généraux, les fondateurs, les entrepreneurs sont confrontés. Quelle serait, selon toi, une idée qui a particulièrement bien fonctionné pour reconstruire cette confiance, sur le plan tactique ou stratégique? C'est une question ouverte. Interprétez-la à votre guise, peu importe. Je pense que le but est de penser à un entrepreneur qui peut-être, espérons-le, n'a pas fait faillite, mais qui a peut-être levé des fonds auprès d'un mauvais investisseur, ou peut-être embauché quelqu'un qui a brûlé un client. Ils ont peut-être embauché un vice-président qui a déçu son équipe et tente de regagner sa confiance. C'est une compétence difficile qu'on n'enseigne pas dans un programme de Master of Business Administration. Y a-t-il quelque chose, et théoriquement ou tactiquement, que tu pourrais citer et qui serait, selon toi, un conseil utile pour quelqu'un qui écoute? Je pense que ce qui a fonctionné pour moi, c'est d'avoir la version la plus humaine possible de la conversation aussi rapidement et ouvertement que possible. Et très souvent, cela signifie avoir énormément de conversations privées en tête-à-tête, parce que c'est ce qui permet de construire le plus de confiance. C'est le cadre le plus propice à la confiance. C'est le cadre le plus personnel où tu peux t'exprimer le plus franchement. Et il n'y a pas de substitut pour ça. Et si si l'entreprise est dans un domaine où c'est même vaguement faisable, j'encouragerais les gens à le faire. J'ai vraiment été choqué de voir à quel point une conversation en personne ou un appel téléphonique a aidé. Tu ne peux pas le prendre personnellement et tu ne peux pas convaincre tout le monde. Mais beaucoup de personnes qui arrivent extrêmement agressives par email ou par texto, dès que tu leur parles en direct, dès que tu leur dis vraiment toute la vérité sur la situation ou que tu ouvres ton cœur, tu leur montres simplement que tu essayes
Les gens deviennent très humains et très compréhensifs très rapidement. Ce qui, tu sais, personne... Très peu de gens veulent vraiment être en colère et veulent garder cette colère. Donc, il faut juste, leur montrer la vérité de ce qui s'est passé et leur montrer que tu fais de ton mieux pour faire un travail sincère afin de reconstruire cette confiance et que tu es patient en leur permettant d'avancer à leur propre rythme. Et ensuite, tu dois vraiment dépasser les attentes sur tout ce que tu leur promets de faire à l'avenir. Non, je pense que, tu sais, tu vis une autre idée de Paul Graham, qui est de faire des choses qui ne passent pas à l'échelle et ensuite trouver des moyens de les faire passer à l'échelle. Mais je pense que ça résout la plupart des problèmes d'entreprise, je veux dire, comme la forte friction, la franchise radicale, la plus authentique, tout ça, ce sont des mots à la mode, mais ils fonctionnent. Ce sont des mots à la mode pour une raison, parce qu'ils fonctionnent vraiment. Et quand tu fais face à... Enfin, encore une fois, tout le monde n'a pas ce problème de confiance systémique généralisé qu'une faillite peut entraîner, mais même à petite échelle, les gens font face à ça tous les jours. Et je pense qu'à l'ère d'Internet, des textos, de la communication asynchrone, des messages vocaux et des emails, il est facile d'oublier l'aspect humain des affaires, qui résout la plupart des problèmes, selon mon expérience. Dans les relations que tu construis en traversant une situation difficile ensemble, franchement, pense à l'acide désoxyribonucléique de cette entreprise. Après, tu sais, 20 personnes sont restées à leur bureau pendant un véritable incendie, à faire un travail dont elles ne savaient même pas si elles seraient payées, juste pour s'occuper des auteurs et prendre soin les uns des autres. Tu sais, c'est cette équipe qui était là et qui ensuite est passée à la création de cette nouvelle entreprise. Et ça, c'est tellement facile de soutenir et d'être enthousiaste à l'idée de travailler avec ces personnes et de faire partie de cette renaissance et de ce renouveau, de cette idée précieuse, Et j'ai parlé à pas mal de personnes qui sont, tu sais, des fondateurs d'entreprises similaires dans le secteur. Et ils disent, Dieu merci, tu as relancé cette entreprise. C'était une entreprise leader dans le secteur il y a 2 ans et personne ne sait pourquoi les problèmes sont arrivés. Ils voient donc une entreprise qui a échoué. Ils affirment que ce modèle est voué à l'échec et que cette innovation est morte. Et ils disent, tu n'as aucune idée à quel point le fait que tu aies sauvé un concurrent nous a aidé à continuer à développer notre entreprise. En effet, je n'avais pas fait de ce calcul, mais c'est très intéressant. Je tiens à remercier Cornbread Ham pour son soutien à l'épisode d'aujourd'hui. Maintenant, les gummies cannabidiol Cornbread Ham ont vraiment été un excellent ajout à ma boîte à outils bien-être. Je ne les utilise pas quotidiennement, seulement quand je veux me détendre après des semaines très chargées. Mais ils sont parfaits pour ces moments où vous voulez relâcher la pression, retrouver votre équilibre et vraiment déconnecter du travail. Ce qui rend les produits de Cornbread Ham spéciaux, c'est qu'ils utilisent uniquement la fleur de chanvre biologique certifiée United States Department of Agriculture pour leur fabrication. Pour une expérience pure et puissante sans additifs ni artifices, optez pour la qualité du spectre complet aux saveurs délicieuses de pastèques, fruits rouges et pêche. Je les garde à portée de main pour me détendre quand j'en ai besoin. Leur transparence est appréciable. Chaque lot est testé par un labo indépendant. On sait donc ce qu'on achète. Profitez d'une offre spéciale pour les auditeurs de Success Story. 30% de réduction sur votre première commande avec le code SUCCESS sur cornbreadhemp.com success. C'est cornbreadhemp.com en success. Code SUCCESS pour 30% de réduction sur votre première commande de ces incroyables gummies. FreshBooks sponsorise l'épisode d'aujourd'hui. C'est la solution pour les entrepreneurs prospères qui veulent gérer efficacement leurs finances tout en faisant croître leur activité. Les chiffres sont sans appel. Plus de 30 millions de personnes ont adopté FreshBooks, traitant plus de 60 milliards en factures et épargnant 192 heures annuellement sur les tâches comptables. Pensez-y, cela représente presque 8 jours complets. Vous pourriez récupérer ce temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment, développer votre entreprise. FreshBooks, plus qu'un logiciel de comptabilité, c'est votre centre de commande financier tout en un. Générez des devis pro, suivez le temps, facturez automatiquement et enregistrez vos dépenses partout. De plus, il s'intègre à plus de 100 outils professionnels que vous utilisez déjà avec un service client primé. Si vous êtes prêt à arrêter de crouler sous les reçus et à ne plus courir après les paiements, voici ce que je veux que vous fassiez. Débutez votre essai gratuit de 30 jours sur freshbooks.com sans carte de crédit. Pour tous les auditeurs de Success Story, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Bénéficiez d'une réduction exclusive de 60% pendant 6 mois lorsque vous visitez freshbooks.com/pricing-offer.
Transformez votre entreprise avec FreshBooks aujourd'hui. Visitez freshbooks.com, un pricing offer pour 60% de réduction. Quand vous regardez, vous savez, tout ça, vous travaillez avec tout un tas de personnes qui ont construit des marques et qui essaient de comprendre comment écrire leur premier livre. Je veux extraire un peu de sagesse de certains des auteurs avec lesquels vous travaillez. Tout d'abord, est-ce que tout le monde devrait avoir un livre? C'est une question super facile, mais je pense qu'elle est plus compliquée que ça. Je pense que la question n'est pas simple. Les gens écrivent des livres pour de mauvaises raisons, comme gagner de l'argent. Nous n'avons pas de produits associés à cela et nous écrivons des livres. Je pense qu'ils deviendront des best-sellers instantanés. C'est que tout le monde devrait écrire un livre? Je pense que tout le monde pourrait écrire un livre à un moment donné de sa vie s'il trouve la bonne raison, le bon moment et s'il aborde cela avec enthousiasme. Je ne pense pas que tout le monde devrait écrire un livre en ce moment. Je veux dire, je ne pense pas que tout le monde qui écrit un livre écrira forcément un grand livre. Mais moi, en général, je suis convaincu que plus il y a de podcasts dans le monde, mieux c'est. Plus il y a de films dans le monde, mieux c'est. Plus il y a de livres dans le monde, mieux c'est. Ces gens pensent qu'il y a trop de podcasts, comme si le marché était à somme nulle. Mais qui a décidé cela? Toi, aujourd'hui, y en a-t-il trop par rapport à la semaine dernière? A-t-on le bon nombre de podcasts, mais pas assez d'épisodes? De quoi parles-tu exactement? La création et le partage de nouvelles connaissances et histoires, est-ce une... La peur est un état permanent de l'humanité. Elle fait partie de notre nature et nous pousse à repousser nos limites. Et je pense que chaque être humain, nous sommes tous tellement uniques. C'est tellement... Nous oublions à quel point nous sommes tous incroyablement uniques. Et de ce point de vue, personne d'autre au monde ne pourrait écrire votre livre comme vous allez le faire. Et vous ne savez jamais qui vous allez aider avec votre histoire unique, ni comment elle sera partagée. J'ai interviewé un auteur de Scribe qui a commis une fraude, crime en col blanc, il est allé en prison, sa femme l'a quitté, il a touché le fond, il a commencé à écrire en prison, juste dans un journal pour traiter ses pensées et rester sain d'esprit. Et il s'est rendu compte en faisant cela que sa mission était simplement d'aider une personne, juste aider une personne, comme si je peux empêcher une personne d'éviter ça. Malgré cette situation désastreuse, tous ses efforts en vaudront la peine. Et c'est ce qui l'a poussé à publier ce livre, et il s'est retrouvé au club de lecture de sa grande-tante avec un groupe de petites vieilles dames, et il parlait à cette femme, avec une dame de 85 ans, qui venait de lire son livre, et qui lui a dit, vous savez, j'ai perdu mon mari il y a 6 mois, et j'ai eu un accident vasculaire cérébral il y a 3 mois, et à 85 ans, j'ai l'impression d'avoir touché le fond et votre livre m'a montré, à travers votre expérience, combien j'ai encore de raisons de vivre, à quel point les choses peuvent s'améliorer, à quel point je peux être optimiste, comment je peux aider les autres et comment je peux encore profiter de chaque jour. Penses-tu qu'à un moment donné, ce type qui a commis un crime en col blanc et qui a écrit un livre en prison pensait qu'il allait aider une femme de 85 ans, veuve, qui avait eu un accident vasculaire cérébral? Chaque auteur a sa propre version de ces histoires-là. C'est ainsi. Personne ne racontera ton histoire comme toi, avec ton expérience et ta perspective unique. Et tu sais, la façon dont je vois les choses, c'est que tu ne veux pas mourir avec toutes ces choses que tu as apprises, coincées dans ta tête. Et les livres sont la façon dont nous immortalisons nos leçons. C'est vieux de milliers d'années, c'est la grande conversation de l'humanité. C'est ce format super Lindy auquel beaucoup d'entre nous aspirent à écrire un jour. Et tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir 4-25 ans pour écrire un livre, puis tomber raide mort. Tu peux écrire un livre au fur et à mesure. Et tellement de fois, ça crée ces points d'inflexion dans la carrière des gens. Tellement de fois, ça les aide, à changer de carrière, à trouver leur semblable, à trouver une nouvelle communauté, à développer leur entreprise ou à trouver leur conjoint, ou faire comme je pense, comme... Faire comme un audit de leur propre vie, je pense. Ouais. Parfois, quand j'écris, je me dis... Mec, mais qu'est-ce que... Je m'apprends à moi-même. Genre, je connais déjà ces trucs que j'écris, évidemment, mais ensuite, quand tu poses tes pensées
sur papier et que tu es en train d'enseigner quelque chose ou de raconter une histoire, tu te dis, mince, c'est beaucoup plus facile à enseigner et je ne vis même pas la vie que je dis aux autres de vivre, ou je n'intériorise même pas et je ne mets pas en pratique les leçons que je dis à quelqu'un d'autre de mettre en pratique. Que ce soit un livre ou un tweet, ça t'oblige à vraiment te regarder en face, car parfois je regarde mon Twitter. Je me dis que cet homme est tellement intelligent, j'aimerais tellement le connaître. Mais avec n'importe quel contenu que tu crées, que ce soit un livre ou autre, ça t'oblige à regarder en toi et à te demander qui es-tu vraiment. Je pense que c'est le meilleur miroir que tu puisses trouver. C'est un parcours créatif extrêmement gratifiant à réaliser. C'était mon premier podcast, c'est difficile. Je suis curieux de savoir comment tu te situes par rapport à ça, puisque tu n'as jamais vraiment fini avec un podcast. Tu sais, c'est pas comme écrire un livre ça, ou tourner un film où tu te dis mec, j'ai passé 5 ans à fond là-dessus, mais j'en suis vraiment fier comme œuvre complète. Et maintenant, c'est juste posé sur une étagère. Les podcasts, c'est comme une série télé qui ne s'arrête jamais. Ça ne devrait jamais finir. Les gens qui font des saisons de podcasts, à moins d'être exceptionnellement célèbres et d'avoir un public ailleurs à exploiter, les saisons ne profitent pas à votre podcast. Les saisons ralentissent votre croissance. Par exemple, si vous pouviez faire un podcast par jour, vous grandiriez plus vite, les gens peuvent consommer une quantité infinie de contenu. Prenez l'exemple de Jean-Lee Dumas d'Entrepreneur on Fire. Son émission quotidienne ne dure que 30 minutes. C'est une quantité de travail incroyable. Mais les gens, s'ils doublaient la cadence et faisaient 2 émissions par jour, les gens consommeraient mais quand même parce qu'il n'y a pas de limite. Peut-être qu'on verrait une légère baisse, mais je dirais qu'il n'y aurait pas de baisse significative. Les gens ont largement le temps de consommer le contenu qu'ils aiment. Donc plus tu en fais, plus t'en fais, plus les gens consommeront, plus tu grandiras vite et plus ce podcast ou ce projet sera viable commercialement. Cela signifie qu'il n'y a pas de fin en vue, vraiment aucune. Cela étant dit, le contenu dont tu parles, les conversations que tu as, les personnes que tu invites, il vaut mieux que tu kiffes ça. Il vaut mieux que tu apprécies vraiment. Si tu n'aimes pas ça, tu vas t'épuiser. Tu ne peux pas vraiment écrire un livre sans aimer le contenu, mais au moins, il y a une fin. Je pourrais probablement écrire et publier un livre sur un sujet qui ne me passionne pas particulièrement. Le contenu serait probablement médiocre et remarqué par le lecteur, mais je pourrais au moins terminer le podcast. Ne souhaite jamais t'en débarrasser. Si tu le veux vraiment, c'est que tes raisons sont mauvaises. Donc, je pense que peu importe la cadence que tu choisis, le sujet que tu choisis ou les invités à qui tu décides de parler, il faut y aller en partant du principe qu'il y aura une raison pour laquelle tu le fais. Il se peut que ce soit pour une raison commerciale, comme attirer du trafic vers un produit en vente. Quoi qu'il en soit, considère qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée pour ce projet. Donc, tant qu'il y a un bénéfice net, que ce soit pour les revenus publicitaires ou les ventes de produits, tu peux continuer à développer ça indéfiniment. Donc, tu ferais mieux d'apprécier ce que tu fais, au moins. C'est ce que j'en retiens. Si tu te lances là-dedans en te disant « Oh, je veux juste faire un podcast pendant 1 an », je te dirais d'aller trouver un autre support pour créer. Je ne pense pas que ce support te convienne. Ça n'a pas de sens. Profites-en. Mais j'aime aussi que ça s'enchaîne avec une autre discussion sur les créateurs de contenu en général. Tu vois, Tu n'as pas à créer du contenu dans un format que tu n'apprécies pas. Personnellement, j'aime faire des podcasts et discuter. J'aime écrire. J'ai la chance d'apprécier beaucoup de petites activités créatives. Mais si tu détestes ça, si passer un appel avec quelqu'un qui a eu une super carrière te rend tellement nerveux que tu n'arrives même pas à aligner une phrase que tu es complètement impressionné et que tu rates le contenu ou que tu te détestes à chaque fois que tu vas sur Zoom ou Riverside et que tu redoutes ce moment, pourquoi tu n'essaierais pas d'écrire sur Substack? Choisis simplement quelque chose d'autre que tu aimes, parce que oui, les livres y ont une fin, mais si tu aimes écrire des livres, j'ai parlé avec Seth Godin, j'ai parlé avec Stephen Kotler. Seth a écrit 21 livres. Steven en a écrit environ 12. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais l'idée, c'est qu'on a l'impression qu'on va finir, mais si tu aimes ça, tu vas continuer à le faire. Ça n'a pas d'importance. Peut-être que tu as fini ce livre-là, mais tu vas en faire 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 20, si tu aimes ça. Donc, toute activité créative,
Je ne pense pas qu'il y ait de ligne d'arrivée quand on aime vraiment faire quelque chose. Il ne devrait pas y avoir de moment, sauf en cas de problèmes cognitifs comme l'Alzheimer ou la démence, où l'on n'aurait plus envie de faire cette chose. Comme pour la plupart des activités créatives, tu devrais avoir 90 ans et toujours vouloir et pouvoir le faire. C'est pour moi la marque d'une bonne activité créative en accord avec soi. Tes passions, tes loisirs, ton format parfait, c'est comme ça que je le vois. J'adore penser aux livres de cette façon. Quand je finis d'en écrire un, j'ai déjà une liste de 10 autres en tête. Peu importe, que ce soit ou non. Et je veux dire, avec un podcast, j'en ferai un autre la semaine prochaine, tout simplement. Le livre, c'est pareil, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et il y a juste un peu plus de temps entre tes projets, mais tu continues à le faire pour toujours, si tu aimes ça. Et puis, quand tu prends du plaisir, c'est là que tu entres dans ce flux où tu crées vraiment du contenu qui... Cela est utile non seulement à ton audience, mais aussi à toi-même, en fin de compte. C'est le meilleur contenu. C'est à ce moment-là que tu crées vraiment du contenu qui résonne. C'est là que tu réussis vraiment dans cette démarche. Donc, je pense encore une fois qu'il faut aligner tes passions. Je veux dire, on peut faire ce petit diagramme de Venn, si tu veux, pour la création de contenu, mais je pense que c'est pareil. D'ailleurs, la création de contenu et ma vision de la création de contenu et le fait de vouloir en faire jusqu'à la fin de ta vie. Je crois vraiment que cet état d'esprit devrait aussi s'appliquer à ton travail et à ce que tu fais professionnellement. Ce n'est pas toujours facile d'aimer le travail que tu fais, mais je pense qu'au final, après avoir parlé à tant de personnes qui ont réussi financièrement, la réussite financière est un indicateur, mais avoir une vocation qui est vraiment liée à ce dans quoi tu es bon, c'est encore plus important. Ce que tu comprends, ce que tu apprécies, c'est quelque chose de magnifique que, selon moi, la plupart des gens devraient vraiment chercher à atteindre. Et je pense que la plupart des gens utilisent le contenu pour y arriver. Ils utilisent le contenu pour créer un travail qu'ils aiment vraiment. C'est pour ça qu'on voit, je crois que je viens de voir des données, il y a environ 12 millions d'influenceurs basés aux États-Unis maintenant, ou plutôt plus de 12 millions de personnes qui sont payées pour publier du contenu. C'est parce que les gens veulent simplement parler de ce qu'ils aiment et être payés pour ça. C'est vraiment ça au final. Ouais, écoute, je pense que c'est vrai. Je pense que ce qui est cool avec le métier d'influenceur, c'est que tu peux vraiment te l'approprier et tu peux être aussi original et unique que tu veux l'être. Et ça, c'est fantastique. Je pense qu'il y a aussi un inconvénient à ça, c'est que, tu sais, on est des animaux mimétiques. Et si tu passes 10 heures par jour à écouter des podcasts business, tu vas probablement finir par lancer un podcast business au lieu de lancer une putain d'entreprise. C'est comme si tout le monde allait voir Tony Robbins et qu'en repartant, leur conclusion n'est pas « je vais appliquer ça pour devenir la meilleure version de moi-même ». C'est « je vais devenir Tony Robbins, je vais devenir coach de vie, je vais ouvrir mon cabinet ». Alors que non, c'est juste la réaction mimétique que tu as face aux influences que tu t'es données. Donc, n'allons pas plus loin. Si tu n'es pas fait pour être podcasteur, si ça ne t'excite pas, comme tu le dis, si tu trouves que c'est plus du travail qu'autre chose, sois honnête avec toi-même, si ce n'est pas ton truc. Mais comprends bien que, je veux dire, comprends que tu devrais sortir et trouver ta vocation, trouver ta passion, trouver ton hobby, trouver quelque chose qui allume vraiment une flamme en toi. Et je crois vraiment que si tu trouves cette chose, que ce soit écrire un livre, faire un podcast ou créer un service de promenade de chiens, si tu fais ça assez longtemps, et c'est là où j'y crois vraiment, architecte ta vie de façon à ce que si tu essayes de faire quelque chose qui était peut-être moins classique, un moins 9 à 5, et un peu plus aligné avec ce que tu veux accomplir, trouve un système ou une structure qui te permette de tenter cette chose pendant une période déraisonnablement longue afin que tu puisses finir par devenir bon dans ce domaine. Ton premier livre ne va généralement pas se vendre à 1 million d'exemplaires, c'est certain. Mais si tu écris 2, 3, 4 livres, si tu produis beaucoup de contenu, si tu blogues depuis 5 ans, si tu es simplement resté en mode création, tu finiras par devenir bon en écriture et tu créeras un excellent livre. Ensuite, tu trouveras un moyen de gagner une somme d'argent significative grâce à cette activité et cela deviendra ton métier, qui n'était au départ qu'une simple démarche créative et qui est devenu ton véritable travail. Ouais, je pense qu'il y a clairement 1 million de bonnes réponses ici, comme pour ta vie. L'une d'elles, c'est de poursuivre ta passion jusqu'à ce qu'elle devienne ta carrière. L'autre, c'est de trouver un truc qui rapporte de l'argent. Fais-le jusqu'à ce que tu sois excellent, et le fait d'être excellent te donnera vraiment envie de continuer. Et genre,
Même si personne d'autre ne trouve ça sexy ou cool, même si toi, il y a 5 ans, tu ne trouvais pas ça cool, tu pourrais devenir le roi des courtiers en assurance du comté de Lackawanna et ce serait ton identité et tu serais super content de te lever chaque jour pour négocier des assurances. Tu serais excellent dans ce que tu fais, tu gagnerais bien ta vie et tu aurais une bonne vie, genre. Personne d'autre n'essaie de te prendre ce trône car ils n'y prêtent pas attention. Ce n'est pas comme le sommet d'une montagne que tout le monde regarde. C'est une super vie. Avant qu'on appuie sur enregistrer, je crois que la dernière idée dont on pourrait discuter, parce que tu as mentionné que tu voulais parler d'investissement ou investir, quel était le sujet que tu as mentionné avant qu'on commence à enregistrer? Tu as dit que ça pourrait être une idée intéressante. En dehors de mon travail d'édition et d'écriture, je gère aussi un petit fonds de capital risque qui fait des investissements dans des technologies de pointe assez folles. Je ne savais pas, j'ai vu que tu faisais aussi un peu ça. Peut-être pas avec autant de succès que toi, je pense, mais je vais essayer. On ne le saura pas avant 20 ans, là, c'est toi la nature du jeu. Donc, quand tu as décidé de te lancer là-dedans, est-ce que tu as levé un fonds ou pas? Oui, un petit fonds. Un petit fonds et tu te concentres sur la deep tech, pas sur le private equity. Donc, tu fais du early, genre avant les revenus, comme au stade seed. Oui, pré-seed, peut-être un peu de série A. L'approche, c'est vraiment de trouver des scientifiques et des ingénieurs qui construisent quelque chose à partir d'une vraie innovation technologique unique qui, idéalement, c'est là que je commence à avoir l'air fou, ont le potentiel de devenir une méga capitalisation des années 2050. Dans ce genre de bel utopisme, il est très difficile d'imaginer à quoi ressemblera le monde Bien sûr. il y a 15, 20, 25 ans ou dans le futur. Mais je pense que c'est tellement crucial en tant que civilisation de soutenir ces personnes, de leur donner des ressources, de l'argent, de l'attention, du talent et de les aider à construire ces entreprises qui pourraient être vraiment révolutionnaires, que cela m'enthousiasme énormément. Nous avons l'impression de vivre et d'écrire un roman de science-fiction au fur et à mesure. C'est tellement amusant. Le ratio de gains et de pertes pour le capital risque traditionnel est déjà, je veux dire, les gens investissent dans 10 entreprises en sachant qu'une seule d'entre elles va réussir. Je ne peux qu'imaginer que lorsque tu prends ce genre de pari, ces investissements de type moonshot, ces sortes de coups de poker avec des entreprises qui seront des méga capitalisations en 2050, tu sais déjà qu'il n'y aura qu'une fraction de pourcent qui réussiront vraiment. Comment tu fais? Je veux dire, tu n'as pas encore réalisé de succès significatif si tu vises vraiment une entreprise méga cap en 2050. Mais comment tu fais pour évaluer ces personnes? Comment tu fais pour évaluer ces idées? C'est une façon d'investir fascinante et exceptionnellement risquée. Donc, je pense que... C'est encore tôt, mais je ne pense pas que ce soit aussi risqué. Ce n'est pas aussi risqué que ce qu'on croit, surtout si on compare à toute l'histoire du capital risque traditionnel. Tu sais, les 20 dernières années de rendement du capital risque ont été définies en grande partie par les logiciels. Et maintenant, je ne suis pas sûr que les logiciels ont été perçus comme ayant une très faible intensité capitalistique. Les gens étaient très enthousiastes d'y investir pour cette raison, mais il y a aussi de faibles coûts de changement et les coûts d'acquisition de clients deviennent complètement fous. Et il s'avère que c'est beaucoup plus capitalistique. Même à grande échelle, c'est plus capitalistique que ce qui était anticipé ou modélisé lors des investissements en amorçage et en série A. Alors que le matériel, pour diverses raisons, est souvent moins capitalistique que ce que les gens attendent, parce que vous pouvez obtenir des prêts non dilutifs, vous pouvez parfois obtenir des subventions de programmes gouvernementaux, vous pouvez faire toutes sortes de choses différentes pour capitaliser ces entreprises d'une manière que le logiciel ne permet pas nécessairement. Et parce qu'il n'y a pas toute la concurrence qui vise la même chose. Vous savez, au bout de 10 ou 15 ans pour une entreprise, il est possible de créer rapidement une entreprise concurrente dans le secteur des logiciels. Il est très difficile de rattraper l'avance qu'ont ces entreprises de deep tech intégrées verticalement parce qu'elles ont 10 ans d'avance, non seulement en savoir-faire, mais parfois aussi en fabrication, parfois avec des choses uniques. Donc, il y a de grandes relations clients, d'énormes barrières à l'entrée. Si tu regardes quelles sont les plus grandes entreprises du monde en ce moment, comme Tesla ou SpaceX, ce sont des investissements incroyables. Il y a 15, 20, 25 ans, quand elles démarraient, là,
personne ne pensait à elle. Et je pense qu'il y a tout un tas d'entreprises comme ça, qui se lancent aujourd'hui. Et par exemple, il n'y a même pas vraiment de concurrent crédible qu'on puisse nommer à SpaceX. Le seul autre concurrent de Tesla, ce sont les constructeurs automobiles traditionnels qui font tous à peu près la même chose. Et ce sont des rendements extrêmement exceptionnels. Donc je ne pense pas que ce sera un ordre de grandeur différent. Je ne pense pas que, tu vois, 1 sur 100 de nos entreprises dans notre fonds sera un succès. Je pense que ce sera probablement toujours 1 sur 10, mais je pense que les valorisations à la sortie que nous verrons, comparées à quelqu'un qui investit simplement dans un tas de logiciels aujourd'hui, je pense que nous allons littéralement exploser les rendements tant que nous tiendrons assez longtemps pour réaliser, tu sais, la vraie valeur de ces entreprises sur le long terme. Maintenant, est-ce que tu investis dans des entreprises comme XPRIZE qui cherchent à résoudre ces grands problèmes de l'humanité? XPRIZE, c'est comme... Donnez donc. Peter Diamandis, XPRIZE et Singularity University, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont comme... Je ne sais même pas quelle est la dernière liste d'idées différentes ça qu'ils financent, mais ils vont dire quelque chose comme « Et... Si nous devons le faire pousser, ça va être un exemple ridicule, mais je vais juste le donner. Si on essaie de faire pousser un arbre sur Mars, qui peut résoudre ce problème? Et on va vous donner beaucoup d'argent si vous pouvez nous dire comment faire pousser un arbre sur Mars et créer une entreprise autour de ça. Est-ce que c'est ce genre d'idée folle et insensée ou est-ce que c'est quelque chose de beaucoup plus, tu as dit, intégré verticalement? Donc, je ne pense pas que ce soit... probablement 2 crans en dessous d'un arbre sur Mars, c'est-à-dire on devrait avoir une viabilité commerciale dans les 5 à 10 prochaines années, mais idéalement, faire quelque chose qui n'a littéralement jamais été fait auparavant par l'humanité. C'est le niveau d'ingénierie que tu veux viser. Et quand tu fais ça, évidemment, il n'y a certainement pas encore de concurrents. Il est difficile de parier là-dessus. Mais investir dans quelqu'un, construisant quelque chose d'inédit, qu'il est le seul à pouvoir vendre, crée des entreprises incroyables, peu importe le capital nécessaire, tant que c'est un problème de valeur sur un grand marché. Et l'argent et les retours mis à part, c'est juste génial. C'est vraiment satisfaisant de donner des ressources à ces personnes qui s'attaquent à ces problèmes. Je me fiche complètement de savoir combien d'argent tu peux gagner en investissant dans un logiciel ressources humaines. Je ne vais tout simplement pas le faire. C'est juste ennuyeux et ça ne m'intéresse pas. Quand je rencontre quelqu'un qui envoie le premier vaisseau spatial commercial dans l'espace lointain pour ramener du platine d'un astéroïde, ça c'est vraiment génial. C'est juste Génial. Je veux rencontrer ce gars-là, je veux parler à ce gars-là, je veux suivre les progrès, je veux aider comme je peux, je veux répandre la bonne nouvelle, je veux faire partie de cette équipe. Et c'est vraiment quelque chose de très, très amusant à faire. Comme quoi, C'est quoi le truc le plus cool que les gens construisent en ce moment et dans lequel tu as investi? c'est un exemple concret. Oh merde, genre En fait, il construit un vaisseau spatial. extraction d'astéroïdes, vaisseau spatial, ouais, c'est ça maintenant. Il se peut qu'avec notre technologie spatiale actuelle, il soit moins cher de ramener certaines matières premières d'astéroïdes proches de la Terre que de les extraire de la Terre. Et c'est clairement plus sûr. Donc ça, c'est vraiment un bon exemple. Il y a quelqu'un qui construit... j'ai fait des podcasts avec beaucoup de ses fondateurs sur... mon podcast, mais il y a quelqu'un qui construit ce nouveau type de batterie qui est comme 10 fois la densité énergétique des batteries existantes. Donc, les Tesla n'ont pas une autonomie de 300 miles, elles ont une autonomie de 3000 miles, et les avions peuvent devenir électriques parce que le rapport puissance-poids permet maintenant de faire voler des avions, des drones. Oui. Les cas d'utilisation pour tout un tas de drones et de robots différents s'élargissent énormément. Tu sais, ton ordinateur portable ou ton téléphone pourrait durer 1 semaine, le monde change, l'électrification s'accélère de façon spectaculaire quand on a une technologie de batterie qui franchit un nouveau palier comme ça. Il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de travail à faire sur l'énergie en général. Donc ce niveau d'énergie est comparable à une sorte de transformation humaine radicale, comme celle que l'informatique quantique pourrait apporter, le même genre de percée que tu obtiendrais. La quantique est particulièrement époustouflante pour moi. Je ne suis pas un expert en informatique quantique. Je ne vais pas prétendre l'être. Je ne comprends pas non plus l'informatique quantique.
Tu vois, je suis juste... Je veux dire, en termes de technologie qui ferait passer l'humanité à un autre niveau, ce genre d'énergie, débloquer une énergie qui pourrait alimenter un vaisseau spatial ou quelque chose comme ça, ce n'est pas une combustion ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas ce qui alimente les vaisseaux spatiaux aujourd'hui, mais ce n'est pas une super batterie sophistiquée, tu vois. C'est comme si on recyclait encore et encore une vieille technologie. On n'utilise pas vraiment des méthodes d'énergie moderne comme celle dont tu parles. Oui, je pense qu'avec une combinaison de construction de beaucoup de panneaux solaires, de beaucoup de centrales nucléaires et de beaucoup de batteries, on va avoir un paysage énergétique vraiment différent, même si au quotidien, ça ne semblera peut-être pas tellement différent. Et tu ne connaîtras probablement jamais le nom de cette entreprise. Tu te diras juste « Wow, mes affaires durent éternellement maintenant ». Les stations-service pour iPhone, c'était fou. C'est comme quand il fallait aller dans une pièce pour utiliser un ordinateur. C'est bizarre et très cool. Tu te souviens des téléphones fixes? Ouais. Tu te souviens du modem 56K? Mec, on oublie à quelle vitesse tout va. On a une telle amnésie sur tous les progrès qu'on a faits et à quel point les choses étaient bizarres avant. Mais on oublie, en se projetant dans l'avenir, combien le monde sera différent dans 5 ou 10 ans. On a l'obligation envers l'avenir de continuer à améliorer les choses et de soutenir les pionniers qui travaillent sur des innovations importantes à la frontière. Oui, ça me procure une grande satisfaction. Comment tu t'es lancé là-dedans? Parce que, écoute, mec, j'aime investir, mais je n'investis pas dans ça. J'investis dans des startups SaaS et tout ça. Des gens qui essaient de créer des produits numériques et de travailler dans l'économie des créateurs. Maintenant, je trouve ça ennuyeux. Je me sens vraiment ennuyeux. Désolé, je ne voulais pas te rabaisser. Je ne savais pas que c'était ta thèse. Ma thèse était... Non, ma thèse n'était pas de trouver une nouvelle source d'énergie qui propulsera l'humanité vers les prochaines révolutions industrielles. Ce n'était pas ma thèse d'investissement, mais peut-être que je devrais investir dans ton fonds pour cela. C'est ce qu'on fait, oui. C'est marrant, c'était exactement comme ça que j'ai commencé à faire du business angel avec mes amis. Je me disais, cette personne est vraiment intelligente, elle va créer une super entreprise. J'aimerais pouvoir me cloner et travailler pour toi, mais je ne peux pas, alors voilà quelques milliers de dollars. L'une de tes startups y arrivera, t'inquiète pas. J'espère, ce serait amusant. Si tu travailles soit sur une startup de clonage, fais-moi signe, je veux financer une startup de clonage. Mais au début, c'était juste des investissements entre amis, puis on a fait monter ça pour lever le fonds, et on a commencé un peu comme tu décris, en cherchant simplement des choses qui nous semblaient être de bons investissements en capital risque. Et ce n'est pas longtemps après ça que j'ai lu un livre qui s'appelle « Où est ma voiture volante ?» Et il défend vraiment cette idée. D'ailleurs, c'est un peu une analyse historique qui se demande pourquoi on n'a pas de voiture volante. Mais il présente aussi les arguments pour la prochaine révolution industrielle, à quoi elle pourrait ressembler, quelles technologies pourraient converger et à quoi la vie pourrait ressembler après ça. Et ça m'a vraiment donné un déclic. Je me suis dit, c'est ça le vrai truc. C'est pour ça que le capital risque a été créé à l'origine. C'est ça qui me motive, c'est ça qui m'excite. C'est à ça que j'ai envie de réfléchir, de travailler dessus. Et le paradoxe, c'est que je pense que ça va en fait rapporter bien plus que d'investir dans des choses plus proches de nous, dans lesquelles 1 millier d'autres personnes se sentent à l'aise et confiantes d'investir. Parce qu'au final, ils vont tous essayer de se marcher sur les pieds. Les rendements disparaîtront avec la concurrence. Un jour, quelqu'un ramènera des astéroïdes de platine, créant une entreprise à 1000 milliards de dollars. J'y aurais investi il y a 20 ans, et très vieux et gris, je me dirais que c'était une bonne idée. Dieu merci, on a fait ça. Oui, je pense que tout ça est vraiment au service de cette idée. C'est vraiment la philosophie fondamentale de tout le travail que je fais, de tous les livres que j'écris, de tous les investissements que je réalise. Nous devons quelque chose à l'avenir, nous devons transmettre, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour créer la grandeur. Nous vivons dans une abondance incroyable et hallucinante grâce aux générations de travail, de sacrifices, de connaissances, d'efforts, d'ingénierie et de construction qui ont permis de créer des fermes, des tracteurs, la climatisation, des ampoules, des voitures. Peux-tu imaginer? Nous avons tellement de chance d'être en vie aujourd'hui et il n'y a rien. Rien ne nous empêche d'avoir d'autres progrès technologiques tout aussi incroyables, mais nous n'y pensons pas au quotidien, nous ne nous sentons pas obligés de continuer, on se contente juste de bricoler avec le travail qu'on a devant nous.
Et j'éprouve une telle satisfaction spirituelle à travailler pour une vision à long terme d'un avenir meilleur. Et je trouve ça tellement énergisant et tellement excitant. Et c'est juste, et c'est un vrai plaisir de rencontrer des personnes qui voient aussi cela, qui ont une part très spécifique de cette vision sur laquelle elles travaillent de façon unique et à laquelle je peux ensuite participer, soutenir, promouvoir, les encourager, leur fournir des ressources, faire tout ce que nous pouvons pour aider ces pionniers à continuer d'avancer. J'adore ça, nous avançons tous ensemble. Sur leur travail acharné. Dernières réflexions. Je suis vraiment curieux à ce sujet. Quand tu regardes les sociétés de capital risque traditionnelles ou les institutions financières comme, tu sais, Andreessen Horowitz, BlackRock, n'importe laquelle, est-ce que tu les vois aussi investir dans ce genre de domaine? Tu dois sûrement faire entrer d'autres personnes dans ces levées de fonds. Oui, certains d'entre eux. Je pense que Andreessen Horowitz est plutôt bon. Je pense que ceux qui sont vraiment constamment à la pointe sont des sociétés moins connues. Comme Future Ventures, Steve Jurvetson est l'un des pionniers dans ce domaine. Il était chez Draper Fisher Jurvetson, mais il a lancé son propre fonds il y a quelques années. 50 Years, dirigé par Seth Bannon, est un fonds plus récent, mais vraiment prometteur. Il y a toute une coalition d'investisseurs dans la deep tech et le futurisme qui font des choses vraiment impressionnantes. Founders Fund est l'un des plus gros qui investit dans ces secteurs plus spéculatifs, mais il y a aussi beaucoup de business angels. Les frères Collison sont vraiment excellents à ce sujet, Naval aussi et Apology également. C'est en partie ce qui m'a attiré vers eux au départ, c'est ce sentiment de parenté philosophique avec eux. Où peut-on te joindre? Tu as ton podcast, tes réseaux sociaux, ton site web. Partage-nous tous les liens. Oui. Eh bien, edjorgensen.com est en quelque sorte mon site personnel qui contient des liens vers absolument tout Scribe Media. Si tu penses avoir une idée de livre, si tu penses avoir un livre en toi, si tu penses qu'un livre pourrait t'aider à développer ton entreprise, viens de nous parler. J'aimerais vraiment t'aider à réfléchir à tout ça. Toute cette équipe fait vraiment un travail exceptionnel. Si tu veux rencontrer certains des fondateurs dont j'ai parlé, comme dans mon podcast Smart Friends, c'est vraiment... C'est un bon nom, on discute tranquillement. Merci, je pense que c'est un peu l'utilité de tous les podcasts. Tu sais, c'est comme avoir des amis intelligents à la demande. Tu veux juste des gens avec qui traîner, qui vont améliorer ta vie. Mais oui, il y a des histoires intéressantes à raconter là-dessus, mais je te remercie de m'avoir invité et de partager des histoires. C'est génial de discuter de tout ça, c'était vraiment sympa. Bien. Non, je te remercie, c'était vraiment sympa. Dernier mot de sagesse que tu voudrais laisser à l'audience? D'habitude, je demande... Quel conseil donnerais-tu à ton toi de 20 ans? Je crois que tu en as déjà donné un tout à l'heure, mais as-tu d'autres derniers mots de sagesse en fonction des saisons de ta vie, de ce que tu as appris en tant qu'auteur, entrepreneur, investisseur, juste pour conclure? N'ayez pas peur de poursuivre un but qui a du sens. Comme le dit si bien David Senra, les meilleures décisions financières ne sont pas des décisions financières. Donc, tu peux décider du sens de ta vie, tu choisis un sens qui, selon toi, pourrait être la réponse, et tu t'y consacres entièrement, même si tu ignores le déroulement ou les raisons du succès. Et le monde a une façon de se réorganiser autour des personnes déterminées, alors choisis quelque chose de significatif, travaille dessus avec intensité, et tu vas te réveiller un jour et découvrir une armée de soutien derrière toi, t'aidant à réaliser cette vision.